Bonsoir à tous, il est 18 h, nous sommes le 18 octobre, nous sommes ensemble pour 45 minutes d'infos et de rencontres en Savoie-Mont-Blanc. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, c'est accès direct. Au programme ce soir, la gestion de l'eau en question. Je reçois dans quelques secondes Juliette Becquet, jeune chercheuse. Elle a participé aujourd'hui au 5e prix Jeune chercheur alpin de l'Université des Alpes. Elle s'est intéressée de près au lac d'altitude. Et lui aussi a travaillé sur l'eau. Robert Cossette a créé un goutte à goutte naturellement synchronisé avec les besoins des plantes. Il viendra nous en parler dans quelques instants. Je reçois aussi un amoureux de la langue française. Philippe Reynaud est le président de défense de la langue française en Pays de Savoie. Son combat, les marques touristiques en anglais. Et enfin, Monsieur Moustache me rejoindra à la fin de cette émission. L'artiste dessine l'amour chaque jour à travers des dessins fins et poétiques. Le tout au profit d'associations caritatives. Un large programme bien intéressant. Et on commence avec un autre programme bien intéressant, celui du JT. Salut Seb. Salut Fanette. Il sera aussi question d'eau, beaucoup, oui. Dans le JT. C'est un hasard, mais c'est l'actualité. On manque d'eau. On va une nouvelle fois parler de la sécheresse avec un reportage de Jean-Paul Crespi sur la rivière des Us dans l'avant-pays savoyard. Une rivière qui est actuellement particulièrement asséchée et qui est aujourd'hui dans une situation préoccupante. Et avec l'hiver qui arrive, cela pourrait encore s'aggraver. Donc, reportage assez intéressant de Jean-Paul Crespi. Et puis, on parlera des rencontres de l'eau en montagne. Oui. C'est en lien avec le prix des jeunes chercheurs. Des rencontres à laquelle tu as participé ce matin, puisqu'un premier bilan a été déposé. Et c'est pas ça d'ailleurs, voilà, mais on en parlera aussi. Hein. Le but, c'est d'améliorer la gestion de cette ressource en montagne. Le but de cette opération, les rencontres eau en montagne, on verra le premier bilan dans ton reportage. Une rapide revue de presse, puisqu'on a pas mal d'invités ce soir. On commence avec un feu vert qui t'a fait plaisir ou pas? Oui, c'est une vraie bonne nouvelle, notamment pour les skieurs. On pense notamment aux Français, les skieurs français, puisque la bonne nouvelle est tombée à la mi-journée. La station de Zolden en Autriche a obtenu le feu vert de la Fédération internationale de ski pour l'organisation de la première étape de la Coupe du Monde de ski alpin. Le glacier de Rettenbach a beaucoup souffert de la chaleur, comme d'autres glaciers. On se rappelle un peu près de chez nous, Tignes ou encore les deux Alpes qui ont eu un peu de mal à ouvrir. Mais les équipes de Zolden ont bien travaillé. Les pistes seront prêtes à temps. 2 courses sont au programme pour ce week-end. Le géant dame aura lieu donc le 27 octobre et le géant masculin le 28. Quant à toi, une bonne nouvelle pour Laura Pfeiffer. Voilà, le combat judiciaire n'est pas terminé, mais elle peut, en tout cas pour le moment, souffler. Laura Pfeiffer, c'est l'inspectrice du travail de Tefal qui avait lancé une alerte sur la situation des salariés de l'entreprise avec un des salariés de Tefal. Et elle sera rejugée, c'est à dire sur le site de France Bleu Pays de Savoie. Ce mercredi, la Cour de cassation a en effet annulé la condamnation. La Haute-Savoyarde sera rejugée donc à la lumière de la loi qui protège désormais les lanceurs d'alerte. Elle s'est dit soulagée et a bon espoir d'être reconnue en tant que telle. Elle et le salarié qui lui avait fourni les documents. Elle avait été condamnée pour rappel, pour violation du secret professionnel et recel de courrier. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci Seb, à tout à l'heure. Bonne émission. Merci. Je reçois maintenant Juliette Becquet, jeune chercheuse. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez participé aujourd'hui au 5e prix Jeune chercheur alpin de l'Université des Alpes. Pour qu'on comprenne bien en quoi ça consiste ce prix. Alors, ce prix est organisé donc, dans le cadre de la 5e Université des Alpes, qui a eu lieu ici à Annecy aujourd'hui et demain. Donc, il y a eu tout d'abord beaucoup de conférences sur le thème de l'eau en montagne avec différents acteurs, des bureaux d'études et autres. Et en parallèle de ça, il y avait aussi le prix des jeunes chercheurs alpins, donc, qui était dans une salle complètement à part et au cours duquel on a pu, en fait, plusieurs jeunes chercheurs, donc 8, ont été sélectionnés pour présenter leurs études personnelles. Et donc, après, là, il va y avoir un prix. Parmi ces 8 chercheurs, quelqu'un recevra le prix de l'année, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce sera demain sur le Libellule, normalement. Bon, alors on croise les doigts. Alors vous y avez participé parce que vous êtes étudiante en Master 2 à l'Université Savoie-Mont-Blanc et vous avez travaillé dans le cadre d'un stage avec Aster, donc qui est le Conservatoire d'espaces naturels en Haute-Savoie, sur les lacs d'altitude. On parle de lac Sentinelle dans le cadre du projet. Pourquoi Sentinelle ? Sentinelle parce que c'est là qu'ils intègrent tout un tas de choses, à la fois dans l'eau. Par la qualité de l'eau, on arrive à savoir s'il y a de la pollution atmosphérique issue des villes ou s'il y a de l'eutrophisation, c'est-à-dire de l'apport conséquent de nutriments. Mais aussi par l'archive sédimentaire. Quand on fait des carottes sédimentaires, on enregistre en fait complètement l'histoire du bassin versant. Quand est-ce qu'on a mis les bêtes en pâturage, etc. Donc ils sont vraiment les témoins de l'évolution de l'environnement, ces lacs d'altitude. Voilà, tout à fait.
Et alors, qu'est-ce qu'ils ont raconté, du coup, durant votre période de recherche? Alors moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur le régime thermique des lacs d'altitude, donc c'est-à-dire donc des lacs sentinelles. C'est 20 lacs répartis tout au long de l'arc alpin qui sont coordonnés par Aster. Et donc moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur la température de ces lacs. Ce que j'ai mis en évidence, bon, il y a plusieurs choses, mais peut-être un point assez intéressant et paradoxal dans un contexte aujourd'hui de réchauffement climatique, c'est qu'en 2015, lors de la dernière grosse canicule, à part celle de cette année, mais on n'a pas encore pu analyser les données, bizarrement, dans la plupart des lacs, on a augmenté la température, sauf dans certains lacs où, en fait, paradoxalement, la température a diminué. Et on pense que c'est certainement lié en partie à la fonte de la cryosphère, donc du permafrost et des glaciers, qui a amené finalement de l'eau froide dans ces lacs et paradoxalement, la canicule les a fait baisser en température. Donc même, parce qu'il y a je suppose qu'il y a des altitudes très, très différentes pour ces lacs, même à haute altitude, ces lacs qui sont soumis au réchauffement climatique et aux changements qu'on peut percevoir aussi en vallée. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Les changements climatiques, d'autant plus qu'ils sont en altitude, parce qu'en ce moment, on assiste véritablement à un retrait glaciaire, hein, c'est indéniable. Et ces lacs sont directement impactés par le retrait glaciaire qui les alimente en eau en continu, en fait. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là? Alors, j'ai choisi ce sujet parce que je le trouve personnellement très intéressant et ce qui est super intéressant aussi d'un point de vue méthodologique, c'est qu'on place des capteurs en haute fréquence, et c'est-à-dire qu'on a une très haute résolution, ce qui est super scientifiquement, c'est-à-dire qu'on a des capteurs de température qui mesurent la température toutes les heures, et c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, en tout cas pour l'instant, sur d'autres paramètres des lacs où il faudrait aller à dos d'homme pour chercher je ne sais pas, des concentrations en plancton ou des choses comme ça. Et maintenant, l'étape d'après, pour vous? L'étape d'après pour moi, personnellement, pour l'instant, voilà, je viens de finir mon Master 2 donc, que j'ai soutenu le mois dernier. Et voilà, je cherche du travail, j'ai plusieurs pistes, mais bon, je préfère pas trop en parler, mais voilà, pourquoi pas une thèse en tout cas. Mais toujours dans ce domaine-là qui vous intéresse? Oui, oui, bien sûr. Je me suis vraiment passionnée en fait pour les milieux aquatiques plus général en montagne en tout cas, parce que la montagne reste le milieu qui me passionne, quoi. Et puis là, j'étais ce matin aux rencontres sur l'eau en montagne. Il y a plein de choses qui se mettent en place, hein. Il y a ce fameux réseau qui s'est constitué. Et donc, du coup, il y a plein de choses. Les évolutions vont être fortes dans les années à venir dans la gestion de l'eau en montagne. Vous avez pu le constater déjà là, lors de votre recherche? Oui, oui, bien sûr. Et le réseau Lac Sentinelle est un réseau encore jeune pour le moment. Ça fait que 3 ans qu'on enregistre des données sur ces lacs. Et pourtant, voilà, l'Agence française de la biodiversité, l'AFB, croit vraiment au réseau Lac Sentinelle et est vraiment porteur du projet. Donc oui, oui, bien sûr, c'est novateur et pour le moment, on y va. Enfin, voilà, c'est que le début, quoi. Eh ben, on continuera à suivre ça. On a déjà fait des reportages sur le lac Sentinelle. Effectivement, il y a tout le temps plein de choses à raconter. Oui, c'est ça. Merci d'être Merci à venu vous. sur le plateau d'Accès Direct. Merci beaucoup. Au revoir. Je reçois maintenant Robert Cossette, le créateur d'un goutte à goutte solaire innovant. Alors, le temps qu'il amène 2-3 petites choses à vous montrer. Parfait, bonsoir. Démonstrateur, bonsoir. Alors donc, vous avez imaginé ce goutte à goutte solaire qui s'appelle Solar Dripper. Oui. Alors, quelle est sa spécificité avant de nous faire une petite démo? La spécificité de ce système, c'est de procurer un arrosage modulé selon les besoins de la plante par l'activation du soleil. Donc, c'est le rayonnement ou la chaleur, les effets de chaleur qui déclenchent l'écoulement du système. Alors là, il y a ce que vous avez créé, Oui. conçu. Là, il y a le modèle classique, disons. Du coup, comment ça se traduit dans la terre? Vous pouvez nous En montrer fait, on un peut, petit peu? Alors, c'est moi qui verse ou je vous laisse faire? Allez-y, vous pouvez J'y verser, vais. pourquoi pas. Grosso modo, avec peu importe comment. Oui, allez-y, comme Oui. une personne normale. C'est pour Oui, mais alors, vous montrer connaissez pas mon l'effet de méthode, l'arrosage en surface qui ne pénètre pas vraiment profondément dans le sol. Donc, allez-y, vous pouvez tout j'y vais, vider. j'y vais, Oui, alors. allez-y, Franco. Donc, grosso modo, lorsqu'on arrose une plante en surface, on n'arrive pas à arroser le cœur des racines. Et ce qui est la spécificité Ça reste en de surface, notre là. système Oui. qui dirige l'eau avec un cône d'insertion au cœur des racines. Et c'est ce que l'on a sur notre site Internet et dans les expériences que l'on a faites cet été avec plusieurs
démonstrateur comme celui-ci. Comment vous avez eu l'idée d'imaginer ce goutte à goutte? Ah, ben, initialement, c'était des plantes à arroser. Tout simplement. Je voulais partir faire du parapente le week-end, comme tout le monde. Et puis, on avait installé beaucoup de plantes sur la terrasse et j'avais franchement un boulot à temps plein à les arroser. Les tournesols géants avaient besoin de 2 arrosages par jour et même de cette manière, on n'arrivait à rien. Les tournesols avaient soif beaucoup trop vite. Et avec ce système, ben, j'ai développé un système et comme je suis ingénieur consultant à la base, j'avais un peu de notion de mécanique et tout ça et je suis parti sur une piste complètement différente de tout le secteur de l'irrigation. C'est celui de convertir la fluctuation de température quotidienne Oula, en alors, écoulement. Donc, ça veut dire? ce qui se passe, c'est que sur la Terre, le Soleil fait le tour en 24 heures tous les jours de façon régulière, ce qui provoque une augmentation de température le jour, une diminution la nuit, augmentation, etc. Cette vague est très régulière et a tendance à augmenter d'amplitude quand il fait beau, parce que le Soleil rentre plus, et la nuit est moins froide quand il y a une couverture nuageuse. Et finalement, ce qui se produit, c'est qu'on a une modulation qui est proportionnée aux besoins de la plante. Et ce que vous voyez, c'est les fameux tests que l'on a fait à Payerne, les premiers qu'on a fait à Annecy au Hara, avec une station météo. Donc, ce que je viens de faire cet été à Payerne, c'est un test en utilisant les meilleurs instruments de l'Europe pour mesurer les besoins en eau de la plante. Tout à fait par hasard, j'étais en vacances à Payerne, dans le camping qui est à côté de la station météo. On se balade. Et je vois cette quantité d'équipements formidables qui étaient dans ce bâtiment de la météo suisse. Et je vois un technicien qui lançait une sonde atmosphérique, un ballon qui monte à 30 000 mètres. Et je leur demande, est-ce que vous avez des instruments pour mesurer les besoins en eau? Parce que je cherchais un partenaire de recherche pour réaliser cette expérience. Et ils ont été extrêmement sympathiques. Ils m'ont répondu par mail 3 jours après. J'ai présenté le projet au directeur de la station. Il était un peu intrigué et il trouvait ça intéressant. Et ils ont accepté de me fournir leurs mesures pendant que j'ai installé à côté de leur lysimètre, qui est cet appareil agronomique. Donc, j'ai installé mes bouteilles et le système de mesure d'écoulement pour mesurer les écoulements. Alors, on a pu faire la corrélation scientifique, mais vraiment d'une qualité très supérieure à ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, entre le besoin en eau et l'écoulement de mon système. Donc vous êtes sûr que ce système, il répond aux besoins en eau des plantes vraiment au moment où elles en ont besoin? C'est ce que les courbes démontrent. Donc grosso modo, on a une corrélation qui est très intéressante. Alors vous avez un jardin d'essai pas très loin À Épagny, bien sûr. à Épagny. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que donc, là, il est fabriqué à Annecy, ce goutte à goutte, et plus de 90% de la production est vendue hors de France. Et oui, donc... Vous êtes, voilà, donc notamment en Suisse, chez un grand distributeur que nos voisins suisses connaissent bien. L'idée, c'est de le faire connaître en France aujourd'hui? Bien sûr, on est mieux vendu en Suisse qu'en France actuellement. Et actuellement, on mène des négociations en Allemagne, en Autriche, au Canada, en Afrique du Sud et en Chine. Parce qu'on a fait le salon Clean Tech cet été. Et les partenaires, les exposants chinois qui étaient là sont intéressés. Ils ont ce besoin en Chine aussi. Et j'espère qu'on pourra exporter en Chine un peu de notre savoir-faire et de nos technologies fabriquées ici. Qui ça peut intéresser? Le jardinier du dimanche, entre guillemets, vraiment... qui veut partir en vacances ou aller faire du parapente, des professionnels, qui peut être intéressé? C'est un système qui s'utilise pour tout type de plante. Donc, la plante d'intérieur, la première plante que l'on veut avoir chez soi ou dans son bureau. Son balcon, si on va avoir quelques géraniums ou pourquoi pas, on a fait pousser des maïs sur l'avenue de France, on a fait pousser des tournesols géants. Et j'ai mangé des maïs d'ailleurs, des maïs sucrés. Ils sont bons? Ah, c'était fantastique. Et au jardin aussi, on s'en sert. On a fait pousser des maïs, des fraises, des tournesols, des courges. On a eu une quantité de courges l'an dernier, c'était phénoménal. J'ai eu 90 kilos de courges avec un plant de courges musquées de Provence. Donc ça permet d'économiser l'eau? Oui. Oui, parce que grosso modo, on réunit des qualités qui n'existaient pas avant. D'abord, la modulation climatique qui ajuste naturellement le débit aux besoins. Donc, c'est un système qui n'arrose pas la nuit, il arrose quand il fait chaud et que la plante a besoin de l'eau. Il n'y a pas de problème d'arrosage en surface parce que l'eau est dirigée en profondeur au cœur des racines et
on arrose à un débit très, très faible, qui est donc bien adapté à la vitesse d'absorption de la plante. Donc, l'eau ne va pas percoler dans le sol en profondeur pour disparaître. Alors, on économise l'eau et en plus, ce système tolère les saletés dans l'eau. Donc, dans le jardin d'essai à Épagny, notamment, ce qui m'a fasciné en m'installant là, c'est qu'il y a 2 sources d'eau. L'eau de pluie qui est collectée sur la cabane des jardiniers et l'eau du ruisseau qui est pompée sans filtration directement du petit ruisseau qui passe à côté. Donc, c'est de l'eau qui contient des micro-organismes, des saletés, un peu de vase. Bref, c'est relativement sale. Et donc, pas besoin de filtrer l'eau. Et on n'a pas besoin de la filtrer. Et on teste l'effet de cette eau sale sur d'autres systèmes qui, malheureusement, ne peuvent pas tolérer toutes ces saletés. Donc, voilà. Et on n'a pas dit le prix, moins de 10 €. C'est moins de 10 €. Bon, c'est entre 3 et 5 € l'unité si on achète à l'unité. Et puis, bon, il y a différents prix. Vous pouvez regarder sur le site Internet. Ça va être ma conclusion. Solar-dripper.com. Solardripper.com. Vous êtes les bienvenus chez vous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Nous allons, je vous en prie, on vous rendra vos pots après. Nous allons parler défense de la langue française maintenant avec mon prochain invité. Bonsoir, Philippe Reynaud. Alors, vous êtes le président de défense de la langue française en Pays de Savoie. En quelques mots, quelles sont les missions fixées par l'association ? Voilà, donc nous sommes une association, en fait on est une délégation régionale de l'association défense de la langue française, qui a son siège à Paris. Notre délégation, elle, donc, a son siège à Chambéry. Voilà. Et nos missions consistent donc effectivement à défendre la langue française sous toutes ses formes. Et malheureusement, actuellement, le danger le plus important consiste à l'anglicisation ou l'anglo-américanisation d'un peu de notre société. Donc on fait un peu des actions de la communication, comme là ce soir, mais aussi des actions juridiques ou contentieuses ou auprès de ce que les gens appellent la répression des fraudes, pour appeler à respecter la loi, car nous nous appuyons sur une loi qui s'appelle la loi Toubon, du nom donc du ministre de la Culture de l'époque, de 1994. Donc c'est la loi relative à l'emploi de la langue française. À l'emploi de la langue française, qui dit par exemple que toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle doit être formulée en langue française, qui dit que par exemple tout affichage public ou placé sous la voie publique doit être formulé en langue française. Malheureusement, cette loi est mal respectée et donc on est là un petit peu pour le rappeler. Pour le rappeler. Alors un exemple, c'est pour ça que vous nous aviez envoyé un communiqué. Inancy Mountain, c'est l'exemple le plus récent, disons. Il y a eu le lancement il y a quelques mois, donc c'est la marque pour communiquer notamment à l'international du Grand Annecy, des Aravis, etc. Vous avez déposé un recours gracieux auprès du Grand Annecy à ce sujet-là. Ce nom-là, il vous pose problème, par exemple ? Oui, tout à fait. Ce nom-là nous pose problème, car il vient à la suite de On Lyon, à la suite de Alp is Here pour l'Isère, etc. C'est un peu par un effet de mimétisme. Et puis, forcément, l'agglomération d'Annecy, elle est conseillée par des agences de communication dont c'est le fonds de commerce de dire qu'ils ont trouvé un remède miracle pour attirer les touristes. Mais nous, on pense qu'au contraire, on doit mettre en valeur notre territoire et non pas choisir un nom mondialisé. Alors, oui, allez-y. Oui. Alors, le recours gracieux, est-ce que vous avez une réponse ? Non, donc nous avons fait un recours gracieux fin juillet, donc à l'attention de Jean-Luc Rigaud, qui est le président donc de Grand Annecy, pour lui demander donc de supprimer cette marque, entre autres, et puis aussi pour lui demander de retirer les subventions qui ont été données, en particulier à l'Office du tourisme, pour créer cette marque. Donc, nous n'avons pas eu de réponse. Donc, le principe, effectivement, du recours gracieux, c'est qu'au bout de 2 mois, si nous n'avons pas de réponse, nous avons droit administrativement et même de façon contentieuse de considérer que c'est un refus. Donc suite à ça, ça ouvre droit effectivement à un recours de contentieux qui... Donc devant la justice ? Tout à fait, devant la justice administrative. Alors c'est pas la première fois qu'on le fait.
Et donc, effectivement, si on conteste cette marque, c'est que non seulement moralement, c'est pas très correct, effectivement, vis-à-vis d'élus, puisqu'effectivement, les élus de la rue publique, on leur demande quand même de promouvoir la langue française et de l'utiliser le plus possible. Alors, non seulement moralement, c'est contestable, mais également juridiquement, puisqu'on s'appuie sur l'article 14 de la loi Toubon, hein, qui dit qu'effectivement l'emploi d'une marque de fabrique de commerce est interdit aux personnes morales de droit public ou aussi d'organismes privés ayant une mission de service public. Donc clairement, cette marque pour nous est illégale. Alors, est-ce que cette marque, elle n'est pas destinée à un public à l'international, puisque c'est l'objectif là, je prends l'exemple du Grand Annecy, mais vous avez cité Lyon tout à l'heure, etc. Quand ils veulent communiquer à l'international, est-ce que ce n'est pas logique d'utiliser l'anglais ? Alors, il faudrait savoir, est-ce que d'utiliser une marque en anglais, ça fait venir des touristes anglo-saxons ou d'autres pays, hein. Je vous rappelle que 80% des touristes qui viennent sur l'agglomération d'Annecy sont français. Et parmi les étrangers, il n'y a pas que des anglo-saxons. Déjà, l'efficacité commerciale de donner un nom en anglais n'est pas certaine, mais c'est une marque territoriale. Donc, si on regarde le site internet, par exemple, de l'agglomération d'Annecy, on retrouve le logo de cette marque. Donc, en fait, ils communiquent avec cette marque aussi bien pour les supports destinés à un public francophone que pour destiner à un public anglophone ou autre. Donc, en fait, voilà, cet argument-là, il est un petit peu caduc. Allez-y. Dernière question, l'étape d'après. Vous avez parlé là du recours gracieux, du délai des 2 mois. On en est où et l'étape d'après? Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore déposé de recours de contentieux, mais il est certain que là, on va le faire. L'association l'a déjà décidé lors de notre assemblée générale. Nous avons jusqu'à fin novembre pour le faire. Et je pense que nous avons des chances de le gagner. Et je termine là-dessus, puisqu'il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, nous avions fait un recours de contentieux contre Lake Annecy Ski Resort, qui est une marque qui avait été déposée par le syndicat donc, du massif des Aravis. Et justement, face à ce recours de contentieux, quelques mois avant le jugement, pour éviter une condamnation, ils ont retiré cette marque, ils ont retiré le site internet qui était associé à cette marque. Donc c'est bien preuve qu'ils avaient conscience que cette marque était illégale. Malheureusement, on n'en a pas tiré les leçons. Donc vous êtes confiant? Je suis confiant. Après, la justice, la victoire n'est jamais certaine, hein. C'est sûr qu'il y a plein de choses trappes, entre guillemets. Mais bon, je suis confiant, oui. Eh bien, affaire à suivre. Merci beaucoup, beaucoup. D'être venu sur le plateau. On va terminer en parlant d'amour. C'est parfait pour terminer l'émission. Bonsoir, Monsieur Moustache. Bonsoir. Alors, je vais donner au moins une fois votre nom civil, Adrien Van Delft. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas votre travail, on va en voir passer évidemment quelques exemples. Vous dessinez chaque jour, en tout cas très régulièrement, des petites scénettes, toujours sur l'amour, accompagnées d'une citation, des dessins assez simples graphiquement, aux traits fins. Comment tout ça a commencé? Comment vous avez eu l'idée? C'est né de mes coups de cœur amoureux, hein. C'est de là que c'est parti. J'ai commencé à griffonner un petit peu sur les cahiers de cours en fait à l'époque. Ben voilà, c'est un petit peu la timidité aussi qui est derrière qui m'empêchait des fois de m'exprimer, de donner mes sentiments. Donc du coup le dessin il avait un petit côté un petit peu psychologique sur moi, sur une manière d'exprimer ce qui se passait un petit peu dans ma tête, le côté un petit peu chevalier, aller conquérir les sentiments et tout ce que j'osais peut-être pas faire, du coup j'ai essayé de le dessiner. Donc c'est devenu un moyen assez facile pour moi de m'exprimer sur mes sentiments, ce que je pouvais trouver joli aussi du coup quand on est amoureux, il se passe plein de choses magnifiques en fait qui se passent à l'intérieur et on a toujours un peu de mal à trouver les mots. Enfin je pense que c'est pas mal de gens en fait passent par là à se dire j'ai quelque chose à dire, mais comment je le fais? J'éprouve quelque chose et comment lui dire, comment le faire. Et c'était exactement ma problématique. Donc j'ai fait le jour où c'est vraiment sorti. Vous y avez accès parce que du coup il y a un jour où j'ai rempli vraiment un carnet entier de dessins et de citations. Enfin voilà que j'écrivais. Alors au début c'était plein de citations de plein de gens. Maintenant c'est un peu plus les miennes. Les citations, donc c'est les petits textes que là il y a dessous. Donc c'est souvent vous. Après des fois vous vous inspirez à droite à gauche. Alors, maintenant c'est quasiment que moi. J'essaie de faire que ça. Après voilà, c'est pas non plus de la grande écriture ou du grand français, mais c'est toujours quelque chose qui
qui est un peu difficile aussi pour moi, parce que je suis pas un très bon faire valoir la langue française comme l'invité précédent. J'ai toujours eu du mal avec l'orthographe. Les mots, ça a toujours été quelque chose de difficile. Et c'était ça qui était intéressant aussi dans le travail que j'ai essayé de mettre en place, c'était d'aller vraiment dans la difficulté. Le dessin aussi, c'est pareil, c'est la difficulté. Enfin, travailler à la plume, c'est hyper compliqué. Et le mot, jouer avec les mots, c'est pareil. Enfin, au début, c'était les mots des autres qui m'inspiraient. Maintenant, j'essaye du coup de faire le travail, de me mettre en situation de danger, avec des fois des choses qui sont bien, des choses qui sont des fois pas du tout, qui marchent pas du tout. Et c'est un peu au fur et à mesure que j'essaie de trouver quelque chose, en tout cas une voix à travers les mots, une voix à travers le dessin, pour exprimer quelque chose qu'on n'arrive jamais à exprimer, quoi. Dans quel ordre ça se fait? Puisqu'il y a le dessin et les citations sont très liés. Comment ça s'articule tout ça au moment de la création? C'est une question qu'on pose souvent, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas les mots qui inspirent le dessin ou le dessin qui inspire les mots. Parce qu'en fait, des fois, c'est une situation. Donc, c'est une rencontre dans un bar. Et puis, du coup, forcément, le dessin, c'est le bar, c'est la situation, la rencontre, ce qui s'est passé dans les yeux, les échanges de regards. Et après, du coup, la situation, les mots vont écouler du coup de ce moment-là et de ce qui a pu se passer. Et puis, des fois, c'est juste un mot que j'entends et que je me dis « Ah, c'est magnifique ». Et puis, derrière, du coup, je bâtis tout l'imaginaire qu'il y a derrière, et souvent sur la base de quelque chose d'assez réel. Ouais. Alors l'amour comme seul thème de dessin, en tout cas sur cette série-là, jamais de panne d'inspiration? Eh au tout début, je m'étais dit, j'avais commencé à noter des idées sur les mots des amoureux, des choses comme ça, en me disant, du coup, il y a un moment où on va exploiter l'aspect un peu plus négatif de l'amour. Et en fait, voilà, ça fait depuis 2006, ça fait 12 ans que je dessine l'amour, et qu'il y a toujours de l'inspiration. Et l'amour qui va bien. Non, mais parce que ça peut être assez large. Et vous dessinez l'amour qui va bien. Ben oui, puisque c'est souvent aussi les débuts des rencontres, tout ce qui virevolte, les petits papillons dans l'estomac. Et c'est ça qui m'inspire et qui m'amène là. Et même dans les situations, quand on est en couple, on voit qu'il y a beaucoup de choses en fait dans le quotidien qui sont vraiment magnifiques et que tout le monde voit. Mais c'est peut-être aussi c'est cette perte de vision du quotidien. En fait, on voit plus ce qui est beau dans le couple, dans les petites attitudes, de préparer un petit déjeuner, quelque chose comme ça. C'est ce que j'essaye de ramener, Vous le rappeler comme ça. Voilà, de se dire soyez attentifs à tout ça, c'est magnifique, quoi. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce n'est pas votre métier. Vous ne vivez pas de ça, et vous avez fait le choix de reverser tous les bénéfices des ventes à des associations. Il y a des ventes quand vous faites des expositions. Il y a un site internet qui est aussi en cours de construction. Pourquoi ce choix-là? C'est en fait, quand j'ai commencé du coup, avec ce premier livre, je me suis dit que c'était pas juste de profiter de l'amour. En fait, l'amour, c'est un beau sentiment, et en fait, c'est pas quelque chose... Il y en a plein à qui ça pose pas de problème. Oui, oui. Après, non, mais après là-dessus aussi, je juge pas les gens qui font du profit sur l'amour dans les chansons, des choses comme ça. Mais moi, je me voyais pas du tout profiter des sentiments, et des sentiments que je partageais avec quelqu'un. Donc, je voulais pas, moi, faire du profit, alors que du coup, c'est des sentiments qui sont partagés, et que la personne qui sont en face, du coup, on retire rien du tout. Donc, ça m'a paru logique, en fait, de dire, autant faire quelque chose qui puisse aider un petit peu l'humanité à ma manière, parce que du coup, on pourrait aller prendre du temps pour aller au secours populaire, donner du temps pour pousser des palettes ou donner à manger, et que là, je prends exactement pareil, je prends du temps pour faire ça, et l'argent, du coup, il va plus ou moins au même endroit. Donc, du coup, finalement, ça aide de la même manière, mais par une voix qui aussi, du coup, diffuse un peu d'amour, et donc ça va un petit peu plus loin que, du coup, les personnes qui vont recevoir l'argent derrière. C'est-à-dire tous ceux qui lisent les dessins, du coup, ils sont un petit peu touchés par ça, et c'est ce qui me plaît aussi, d'avoir vraiment une démarche entièrement orientée sur du positif. Alors, il y a eu une exposition le 14 février dernier à la galerie Art by Friends à Annecy. Là, l'idée maintenant, c'est de faire circuler cet amour-là. Circuler l'amour. C'est une chouette mission. Oui, c'est ambitieux. Donc, ce que j'ai vu aussi en voyageant un petit peu à l'étranger, au Japon et des choses comme ça, et en Italie, c'est que la forme d'art, en fait, touchait beaucoup de gens et à l'international.
et que voilà, ça serait intéressant en fait de diffuser l'amour au-delà de la France. Donc déjà, la première ambition, ça va être de faire un petit tour de France avec l'Expo Amour qui était à Arbeifren, d'essayer de cibler un petit peu les grandes villes, du coup Paris, Strasbourg, Nantes, Lyon, Marseille, ça serait top. Et après, essayer de se déplacer peut-être du coup à New York, à Montréal, au Japon, ça serait génial, et un peu en Italie, un peu partout. Enfin, partout où il y a des personnes qui seraient intéressées de voir l'amour et de le voir du coup dans leur langage d'origine, ça serait intéressant voilà, de faire ce travail-là. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On prendra des nouvelles. On vous suit à la rédaction. Il y a des adeptes parce que donc il y a votre page Facebook et sur Instagram où on peut retrouver très régulièrement vos dessins. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Accueilli. Merci, avec plaisir. Et je reçois maintenant Sébastien pour un petit rappel des titres où on va parler d'eau dans le JT et à commencer avec les us qui sont en danger. Oui, cette rivière de l'avant-pays savoyard en danger à cause d'un état de cours d'eau complètement asséché. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi. La situation est aujourd'hui préoccupante et l'hiver ne devrait pas arranger les choses. Et puis, on parlera de gestion de l'eau en montagne. Oui, les rencontres eau en montagne avaient lieu ce matin. Un bilan avait lieu ce matin sur ces rencontres. Le but, c'est d'améliorer la gestion de cette ressource en montagne. On verra ton reportage dans le journal. Eh ben, merci Seb, ne bouge pas, vous non plus, moi non plus, tout le monde reste à sa place. On vous retrouve dans quelques minutes pour le JT, juste après la pub, à tout de suite.